Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Conformément aux autres instructions du roi Mohamed VI, le ministère de l'Intérieur et celui de l'aménagement du territoire national ont déployé 50 missions d'experts sur les zones sinistrées par le séisme du 8 septembre pour évaluer, diagnostiquer et recenser les familles qui vont bénéficier de l'aide de l'État pour reconstruire leurs habitations. Ces experts sont déjà sur le terrain pour faire le bilan dans les zones aussi bien urbaines, Marrakech, Taroudant et Agadir, que dans les zones rurales pour constituer une base de données fiable. Pour rappel, les provinces les plus touchées sont celles de Haouz, où se situe l'épicentre et Chichawa, mais aussi les provinces de Taroudant au sud, ainsi que Ouarzazate vers l'est, Azilal au nord-est de l'épicentre, en plus des villages ruraux en zone montagneuse qui ont été le plus impactés malheureusement. Avec notre invité d'aujourd'hui, Amine Laridi, expert en diplomatie économique et souveraineté, nous allons aborder les étapes déjà traversées par notre pays dans la gestion de cette crise, la méthodologie des missions qui sont actuellement sur le terrain pour l'évaluation et nous arrêter sur les premières données dont nous disposons sur le mode de déploiement du programme d'urgence de réhabilitation de la région d'El Haouz et nous projeter dans le long terme pour réhabiliter toute la région. Amine Laridi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, un plaisir et un honneur. Merci beaucoup, merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Monsieur Laridi, 10 jours après le drame, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de la gestion de cette catastrophe naturelle qui a endeuillé le Maroc? Ce qui a été fait jusque-là, et c'est énorme. Absolument, je suis d'accord avec le qualificatif, avec votre permission, un devoir toujours constant. Et ce n'est pas une répétition, c'est une obligation que nous avons tous, un devoir toujours de prière avec les âmes des victimes. Que Dieu Tout-Puissant et d'Arbé les accueille en sa sainte miséricorde. Un vœu aussi constant et aussi toujours une prière constante pour nous tous Marocains de continuer à être ce que nous avons toujours été, unis autour de notre roi, mobilisés toujours pour défendre notre pays dans les périodes les plus difficiles, fiers d'être Marocains dans les périodes de gloire, mais aussi dans les moments difficiles, et surtout mobilisés activement. Parce que aujourd'hui, la gestion de la crise, si elle se passe bien, c'est grâce à cette mobilisation du peuple marocain sous les hautes directives de son roi. Un roi clairvoyant, un roi qui connaît les besoins de son peuple, un roi proche de son peuple. C'est également une mobilisation qui se doit d'être continue pour rebâtir, pour reconstruire et également pour développer une activité économique supérieure à la normale, croissante, pour absorber justement les dommages de ce sinistre. Alors, les phases, on est passé par les phases d'urgence où c'était secourir, prendre en charge les blessés, nourrir les sans-abri. Dans quelle phase sommes-nous aujourd'hui et quelle est l'importance de ce premier travail d'évaluation pour les prochaines étapes? Écoutez, je ne dirais pas que je suis étonné. En tant que patriote, je suis toujours fier de mon pays et je m'attends au meilleur toujours de mon pays. Alhamdoulilah, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui grâce à la haute vision de Sa Majesté. Ceux qui peut-être ont été étonnés sont nos amis étrangers. Je dis bien nos amis qui ont vu avec de manière ébahie, et c'est venu dans leur communiqué officiel, comment le Royaume du Maroc est en train de bien gérer sa phase. Alors pour revenir de manière scientifique, il y a une échelle de gestion de sinistres tel que celui-ci, de sinistre exceptionnel, qui est de taille 7. Ce n'est pas un événement qui est anodin. Il y a 7 phases. D'ailleurs, la première phase, c'est la phase d'urgence. Et cette phase d'urgence a été gérée, comme vous le disiez si bien, et comme nous sommes tous d'accord, à l'intérieur du Maroc et à l'extérieur. Ça a été très bien géré grâce à la haute vision de notre roi, grâce à ses hautes directives, grâce au professionnalisme des acteurs marocains, militaires sous le haut commandement du chef suprême, civils sous le haut leadership de notre roi. C'est déjà en fait les premiers secours pour secourir ceux qui étaient sous les décombres, pour être présents et se déployer dans un territoire qui est large, qui a la taille d'État entier, dans un territoire où il y a des droits qui sont éparpillés. C'est un choix aussi en fait de la population, issu d'un héritage anthropologique. Ce n'est pas une raison pour ne pas améliorer aussi en fait, et ce qu'on veut faire dans le futur, et ce sont là les hautes directives royales, le quotidien en fait de nos citoyens. Donc une prise en charge qui s'est faite avec beaucoup de succès, avec beaucoup de brillance, qui alhamdoulilah a permis de limiter le nombre de victimes à titre de comparaison. Et alhamdoulilah, et encore une fois, on remercie le bon Dieu en fait pour sa clémence, parce que si ça avait frappé en fait une grande zone urbaine sans nommer aucune ville marocaine, la catastrophe aurait été beaucoup plus amplifiée. On parle dans des séismes en fait de dimensions parallèles, on parle de 200, de 300, de 400 000 en fait victimes. Les vies de chaque Marocain nous sont très chères. On n'est pas dans la quantification, mais on est encore à moins de 3 000. Alors il y a les secours d'urgence, ça a été très bien géré. La deuxième phase, elle a été lancée en parallèle et c'est venu dans le communiqué de
du cabinet royal de manière très claire. C'était la phase de prise en charge médicale des différents blessés et le dispositif médical militaire était en place dans quelques heures avec les hôpitaux de campagne performants. On a tous vu les images, des vidéos, on a tous parlé à nos proches sur place, on a tous visité aussi. La prise en charge psychologique très importante parce qu'il y a des blessures beaucoup plus profondes que celles de extérieur en fait qui demeurent dans l'âme. Et encore une fois là, on ne peut être qu'être fier de l'État marocain, un État qui a 14 siècles en fait d'existence où il y a un véritable professionnalisme et ça c'est très important. Et on a une instance officielle, gouvernementale qui se charge de la gestion de ce genre de crise. On a des drills, on a de l'entraînement qui est là, on a en fait des équipes qui étaient là et qui ont coordonné grâce à la haute vision, grâce à la haute gestion de Sa Majesté en fait ses premiers secours et un dispositif aussi civil, aussi bien public que privé qui a été mis en place encore une fois dans quelques heures en fait grâce à un très bon management pour accueillir les blessés qui n'a pas été débordé. Et inutile de faire le benchmark avec d'autres États, parfois beaucoup plus modernes, beaucoup plus riches en matière de PIB et on ne veut de mal pour personne, au contraire, on est de compassion avec tout le monde. Alors la troisième phase qui est très importante et elle a été lancée en même temps, c'est la prise grâce encore une fois dans le communiqué du souverain et avant le communiqué avec des hautes instructions royales, c'est celle de la prise en charge des sinistrés sans toit. D'accord, avec déjà mise en place en fait de tout ce qu'il fallait, les secours d'urgence et également en fait tout ce qui était nourriture, de tout ce qui est matelas, mais aussi de la préparation des tentes qui a été déployée de manière progressive et de manière en fait très urgente. La quatrième phase, et là on parle encore une fois pour une manière scientifique, pour que les gens comprennent que quand on applaudit, on a le droit d'applaudir. Quand on dit qu'on est fier d'être marocain, on a le droit d'être fier parce que ça a été bien géré selon les normes internationales les plus évoluées. La quatrième phase, c'est le stock stratégique. Et là encore une fois, franchement, on était très fiers. Beaucoup d'États dans le monde, y compris les plus développés, optent pour des stocks en fait centralisés, pour une logique de racine carrée. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais pour une logique d'optimisation du coût de gestion de stock, mais aussi en fait de son entretien. Le Maroc, lui, après en fait le séisme de l'Hoceima en 2004, il a opté au contraire pour un stock qui était décentralisé au niveau de chaque région, des 12 régions du Royaume du Maroc, de Dakhla jusqu'à Tanger, et également au niveau des provinces. Ce qui est vraiment très rare au niveau du monde. Mais ça a permis une réaction d'urgence adaptée aux besoins. C'est des stocks en fait multimorphes qui comprennent aussi bien le consommable médical que tout ce qui est nourriture, que tout ce qui est nécessaire pour les prises en charge, y compris le matériel lourd, etc. Ça a donné en fait ces résultats. Donc ce stock stratégique, non seulement il a permis une réponse rapide, il a permis de couvrir en fait toute la période aussi des actions. C'est incroyable. Alhamdoulilah, on est très fiers de notre pays. Et l'élan en fait citoyen, la mobilisation citoyenne a permis de combler le reste, a permis même dans des régions en fait d'avoir un excédent de ressources. Alors la cinquième phase, c'est automatiquement le rétablissement des services publics. Alors cette phase a été en fait atteinte bien plus rapidement que cela, encore une fois grâce aux directives royales. Et pour ceux qui, j'invite tout le monde à lire le communiqué du cabinet royal du samedi, qui était très clair. C'est les services publics. On parle d'eau, on parle d'électricité, on parle de téléphone, qui très rapidement, en fonction du possible, en fonction en fait la dame, mais dans l'urgence, a été rétablie. La sixième phase, c'est la reconstruction. On est maintenant au début de la sixième phase avec ces missions d'évaluation. Quelle est l'importance de ce travail d'évaluation de ces missions qui sont dépêchées sur le terrain et pourquoi c'est très important comme base pour construire et réhabiliter? Je pense en fait c'est la démarche la plus professionnelle, d'accord. C'est de partir sur des études en fait géotechniques pour avoir une idée. Le sol, le territoire est le même, il est uni de l'Gouira à Tanger, mais Sidi Rabbi nous a toujours en fait donné un pays qui est diversifié, diversifié de par ses ascendants, de par ses racines, de par cette union aussi qu'on a et qui a toujours été source de richesse, mais diversifié aussi de par notre sol. C'est un pays qui a du sable et le sable n'est pas, même si le mot en fait il est unificateur, il est différent type de sable, c'est un pays de montagne, c'est un pays de plaine, etc. Les études géotechniques sont un must-have. Dans une autre vie, j'ai dirigé des structures multinationales de bâtiments, aussi en fait de travaux publics. Et si je peux retenir quelque chose, c'est la fierté aussi de nos cadres marocains. Il y a des multinationales étrangères qui sont en joint venture avec des champions nationaux. Je ne nommerai pas pour des raisons évidentes, mais qui ont choisi le Royaume du Maroc. Parmi les principales raisons, c'est notre contingent d'ingénieurs et de techniciens. Et je souligne les deux, parce qu'on a besoin des deux. Et le Maroc, il forme en fait un contingent très important. Dès les premières heures de notre indépendance, je parle ici de l'école Mohammed et des ingénieurs qui forment des paramilitaires, qui sont mobilisés en matière de génie civil, mais aussi dans d'autres disciplines. C'est l'école Hassani des travaux publics, qui forme en fait un contingent des plus professionnels aujourd'hui. Et pas mal de nos jeunes ingénieurs s'expatrient même en Afrique et ailleurs. C'est les différentes écoles privées et publiques, sans en oublier aucune. Donc, il y a aussi les
des techniciens grâce à la formation professionnelle de bâtiments et de travaux publics. Donc tous vont travailler sur ce diagnostic. Pour le diagnostic, mais aussi pour innover. Prenons en considération l'héritage anthropologique, culturel, le mode de vie de la population, leur volonté aussi, parce qu'ils feront preuve de beaucoup d'écoute et d'une approche 360 Parce qu'ils vont faire un diagnostic et il y aura des recommandations. Mais bien sûr, mais il faut prendre en considération la volonté de la population, c'est-à-dire améliorer ses conditions de vie tout en respectant son droit et sa volonté de continuer à vivre en fait dans ces régions-là. Alors, c'est pas facile des missions pareilles, dans des contextes pareils, et c'est une région qui est difficile d'accès, montagneuse, il y a des régions enclavées, des douars éparpillés. Pour le moment, ils sont partis pour une période de 22 jours, mais sûrement renouvelable, parce que le temps ne suffira pas, 22 jours. Quel est, à votre avis, quelles seront les principales difficultés de ce travail de diagnostic et d'évaluation? Écoutez... Parce que c'est pas facile, ça, on sait, ils sont partis, mais pour tout couvrir, tout ratisser... Écoutez, il y a un volet études qui sont purement techniques. Là, c'est le sol. C'est la nature des bâtiments qui sont présents, c'est l'accessibilité des sites. Oui. D'accord. Oui. Donc là, on peut avoir des recommandations qu'on peut appeler pures, pour ne pas dire utiliser le qualificatif qui est brut. Oui. D'accord. Il y a le deuxième en fait niveau, c'est la prise en charge du mode de vie du citoyen. C'est un héritage culturel qu'il ne faut pas rater. N'oublions pas que c'est des zones qui contenaient, à titre d'exemple, en fait, Théroudant, le troisième mur le plus long du monde, après la muraille de Chine, après la muraille du nord de l'Inde. D'accord. C'est un héritage culturel. Il y a le Mouhidine, c'est notre histoire et notre patrimoine dont on est très riche. C'est la prise en charge aussi des matériaux de construction, c'est la prise en charge en fait du mode de vie du citoyen, du nombre de personnes qui habitent par famille, du nombre de personnes qui habitent par douar, de la difficulté d'accès, je vais en parler tout à l'heure, parce qu'il y a des douars qui sont proches des autoroutes et des routes nationales, la route nationale principale, notamment je parle de l'Haouz, et des routes secondaires, mais il y a d'autres aussi où il y a des modes en fait beaucoup plus difficiles. Donc il faut prendre cela en compte, c'est la deuxième layer. Et le troisième, c'est d'avoir un habitat qui prend en considération et la difficulté ou la technicité du sol et le mode de vie du citoyen et les matériaux de construction, mais en même temps qui améliore les conditions de vie du citoyen. Là, c'est de la créativité pour être dans les normes antisismiques. Le Maroc, il dispose d'une loi en fait antisismique. Les régions en fait qui ont été sinistrées ne sont pas toutes dans la zone rouge. Là, elles le seront. Elles ont été actualisées pour faire partie de cette zone rouge. On doit leur laisser leur authenticité. Absolument, de l'authenticité et être aussi dans l'innovation, c'est-à-dire dans tout ce qui est isolation thermique, prendre en considération la dimension écologique, améliorant les conditions de vie du citoyen, mais tout en restant dans son authenticité. Oui. Alors, dans le cadre de ce programme d'urgence, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour peut-être, à partir de ce mois, on l'espère, débloquer les aides aux familles touchées par le séisme. D'abord, il y a 50 000 ménages, et une aide évaluée à 2 500 dirhams par ménage, soit 30 000 dirhams par an. À quoi est destinée cette première aide d'urgence et pourquoi a été décidée cette première aide d'urgence? Alors, on viendra à la deuxième. Absolument. Alors, ça part ensemble. 140 000, 80 000 et... Oui, parce que les 30 000, c'est 2 500 dirhams par mois. Après, il y a les 140 000. Et moi, j'ai une inquiétude pour les 140 000. Comment elle sera octroyée? Elle sera octroyée un chèque aux victimes, aux sinistrés, ou sous une autre forme? Alors, dans les moments comme celui-ci, je ne fais pas d'hypothèse. Vous me connaissez, je réfléchis toujours en homme d'État et de manière très professionnelle. Mais ce à quoi on peut s'intéresser, ou là on peut en fait s'attendre, vu en fait la manière collégiale, structurée et rapide aussi dont les choses sont en train d'avancer grâce au leadership royal, on peut s'attendre à une approche également en fait collégiale, c'est-à-dire sur dossier, un des dossiers de manière la plus facilitée possible, de la manière la plus directe possible, mais de manière aussi à s'assurer à ce que les aides partent directement en fait aux sinistrés, d'accord, mais de manière à améliorer leurs conditions de vie. Donc je peux penser en fait à un dossier qui va être en fait mis en place et qui est présenté par chacune en fait des familles des sinistrés, sur la base duquel il y a déjà en fait une étude qui va être faite complémentaire de l'étude initiale qui est en train d'être faite déjà, donc il y a déjà une cartographie, donc il n'aura pas de retard, on aura de la rapidité en fait dans l'allocation, sur la base aussi d'un accompagnement, c'est-à-dire un architecte qui va faire le nécessaire, une conception en fait de maison sur la base des recommandations de la dite commission. Donc on est en train d'anticiper ce qui a à venir. Donc les 140 000, c'est pour des maisons complètement effondrées, c'est pour l'accompagnement. Absolument. Mais sur une base en fait qui est structurée, c'est-à-dire j'imagine qu'il y aurait une commission spéciale. Parce qu'il n'y aura pas des gens qui vont prendre les 140 000 et faire encore de l'autoconstruction. Je ne pense pas qu'on va partir vers là et j'en ai même pratiquement en fait la certitude. On va partir certainement vers des commissions qui vont être délocalisées, proches de chaque douar, de chaque province, de chaque région. Dans ces commissions-là, il y aura en fait un volet support en architecture
architecture, un volet support en construction, un volet support en fait technique, et bien sûr sur les ministères de tutelle, notamment le ministère de l'Intérieur, qui fait un excellent travail depuis sous les directives royales, depuis les premières minutes et les premières heures de la crise et de l'incident, mais également le ministre en fait de l'urbanisation, et comme on l'a vu, qui a été impliqué de manière active et mobilisé par notre souverain, et qui est proche aussi en fait de la population, on l'a vu. Donc il y aura une commission spéciale qui va permettre à la fois une architecture sur mesure, d'accord, prenant en considération ce que la commission va faire et dans l'urgence et de manière anticipée, et la réalité en fait du terrain et les réalités sociales, le mode de vie et la volonté de la population, et là qui est en fait architectural, un volet aussi antisismique, mais aussi un volet amélioration des conditions de vie en fait des citoyens à travers justement des options d'hygiène et également en fait des options en fait liées à tout ce qui est sanitaire et également écologique. Alors, il y a bien sûr dans ces chèques qui vont être donnés ou bien dans ces aides, 140 000 pour les habitations complètement effondrées, 80 000 pour les habitations partiellement effondrées, voilà, et rien pour les habitations où il y a juste des fissures. Ils auront les 30 000 déjà. Ils auront déjà les 30 000. Mais ce déblocage est conditionné par la présentation de documents prouvant la location ou la possession. Alors, ma question c'est, on sait que ces gens ont tout perdu pour la plupart, et il y en a qui ont été dans l'autoconstruction pisée et qui n'ont pas de documents à fournir. Alors, j'anticipais cette question. Il y a eu un communiqué très intéressant de la MAP il y a de cela quelques jours, complété par un autre. Alors, celui des secouristes espagnols et secouristes anglais qui étaient présents sur le terrain et qui étaient ébahis, stupéfaits de la qualité, sur deux niveaux, de la qualité du professionnalisme, du management, du leadership, en fait, des forces armées royales, mais aussi de la protection civile et des acteurs sur le terrain. Et deuxième volet très, très, très important, et c'était venu dans le communiqué, c'est de la connaissance du terrain. Notre pays, notre État vieux de 14 siècles connaît le terrain, connaît très très bien le terrain et s'adapte en fait aux réalités du terrain. On a l'autorité locale sous forme de Mqaddam, sous forme de Khalifa, sous forme de Qaïd, qui connaissent en fait ces régions-là, qui les connaissent très bien. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les secours, ils étaient présents en fait sur le terrain. On a vu aussi bien des walis, des gouverneurs en tri qui étaient présents en fait dans ces régions, qui ne dormaient pas, qui étaient mobilisés. Mais on a vu également aussi les différentes en fait représentants de la loi qui travaillent la main dans la main avec les structures locales, avec les représentants des fredats, des tribus, etc. Des petits doigts, on connaît les habitants, c'est combien de familles. On connaît les habitants, on connaît leurs habitudes, on connaît les propriétaires. Il y a aussi en fait le droit coutumier qui est présent, quoique en respectant en fait l'expertise des juristes. Donc vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Écoutez, quand il y a le haut leadership royal et quand il y a un haut suivi, je n'ai pas de souci et d'inquiétude. J'ai que de la certitude. Alors le temps est encore à l'urgence, mais on peut essayer un petit peu de nous projeter dans l'avenir. D'abord à moyen terme, nous savons qu'il y a 300 000 dont 100 000 enfants, 300 000 sans-abri. Entre cette période-là, où ils sont relogés provisoirement, et entre la reconstruction qui prendra sûrement plusieurs années, si on veut bien faire les choses mieux qu'avant, il y aura des années. Est-ce que cette période qui sépare, cette période de transition, comment éviter qu'il y ait un trou ou des déplacements, c'est déjà arrivé sous d'autres cieux après d'autres catastrophes. Très bien. Ça, ce laps de temps-là qui sépare la reconstruction du relogement provisoire, comment la gérer? Réponse rapide et réponse structurée. D'accord. La réponse rapide, on en a pris compte. Parce que quand on est dans l'anticipation des études techniques, quand on parle de resume en fait des services publics, et c'est venu dans le communiqué aux directives royales, d'accord, et quand on parle de relance économique et un message clair aux acteurs économiques publics et privés pour investir dans la région, pour que l'activité économique non seulement reprenne, mais qu'elle soit plus prospère, ça veut dire qu'on anticipe cette phase-là. Et quand il y a une prospérité économique dans le rural, les gens du rural ne se déplacent pas en fait ailleurs. Donc ça c'est important, on est en train d'anticiper. Ça c'est la réponse rapide. La réponse en fait plus structurée et plus élaborée, je la ferai sur deux niveaux. Un niveau benchmark international et un niveau structurel, en fait, interne et national. Alors, le hasard, je peux parler de hasard, veut qu'en 1923, il y a eu, en fait, un séisme, c'est-à-dire il y a de cela 100 ans, il y a eu un séisme très catastrophique, c'était celui de Tokyo, au Japon. Alors, quand tout le monde, en fait, pense au Japon, pense, en fait, à un modèle en matière de gestion antisismique. Alors, l'un des séismes les plus dévastateurs justement du Japon, c'est celui qui a frappé Tokyo en 1923. Et là, il faut donner quelques chiffres, parce que vous parlez tout à l'heure de 300 000. Alors, encore une fois, et c'est pas un hasard, je crois pas au hasard, mais encore une fois, en fait, le nombre de sinistrés et de morts qui y a eu des désastres de Tokyo était de 323 000 exactement. D'accord. Imaginez en fait la similitude. Et ce sinistre-là, il a changé le Japon.
D'accord, au sens propre du terme, aussi bien en termes de management de crise, en termes aussi de la face du Japon, parce que c'est des habitats antisismiques, etc. Alors, il y a eu une étude très intéressante qui a été faite par l'université de Nagoya, d'accord, que j'invite tout le monde à s'y intéresser, parce qu'il y a une traduction en anglais, en français, avec une approche résumée très succincte. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que, 323 000, c'est pratiquement 20% de la population à l'époque en décédés, en morts. C'est énorme. Oui. Vous pouvez imaginer le nombre de... Oui. Alors, ça avait pris des décennies, mais les événements qui succédèrent ou les sinistres d'après n'ont pris que quelques années. Donc il y a un effet d'expertise sur le terrain. D'accord, parce qu'il y a des gens qui disent que ça pourrait prendre 10 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors c'est pour ça que je suis en train de faire le benchmark. Parce qu'il nous reste 2 minutes et on doit parler du benchmark et des exemples à suivre, des mauvais et des bons. Très bien. C'est pour ça que j'enchaîne automatiquement sur les benchmarks. Alors automatiquement en fait ce sinistre-là, il a permis une rénovation en fait du code du bâtiment. Il a permis le développement de nouvelles entreprises privées en fait du bâtiment. Je rappelle encore une fois, je parlais tout à l'heure des ressources humaines, mais notre pays aussi a une véritable expertise. On a beaucoup d'entreprises de bâtiments qui ont un savoir-faire national qui est réel, qui sont même internationalisés ailleurs en Afrique. On peut capitaliser sur ce service et ce savoir, aussi bien les TPE, PME que les géants en fait nationaux. D'accord, ça c'est important. Tout en favorisant aussi des entreprises qui sont issues de la région, qui ont la capacité de faire ce portage. Alors on a remarqué que les normes antisismiques sont devenues, au lieu d'être en fait un lourdeau, quelque chose qui alourdit justement la démarche commerciale parce qu'il y a le volet coût aussi, elles sont devenues au contraire un atout marketing. Donc les gens aujourd'hui, ils partent vers telle entreprise ou tel bâtiment parce qu'il a des normes antisismiques qui sont plus développées. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être même généralisé sur tout le Maroc par la suite. Même là où ce n'est pas forcément, il n'y a pas d'activité sismique, même là où ce n'est pas des zones rouges, ça pourrait être en fait un outil. Alors ça, c'est d'une part. D'autres benchmarks en fait rapides, et ça c'est très important parce que tout le monde en fait pense à Sumatra, j'imagine que c'est on pense à Sumatra, à l'Indonésie, qui se sont vite relevés, et puis il y a d'autres exemples où ça a été moins bien géré. Très bien. Alors Sumatra, c'était quoi? C'est 2004. 2004. Absolument. Alors Sumatra, c'était 2004. Effectivement, il y a eu un séisme, si ma mémoire est bonne, de plus de 9,1 en fait sur l'échelle de Richter. C'était plus de 200 000 personnes qui sont décédées, aussi bien en fait des causes du séisme et des effondrements que du tsunami qui a suivi, que de la mauvaise prise en charge en fait dans l'immédiat, etc. Malgré la mobilisation internationale, parce que c'était sur une île et on connaît en fait les répercussions. Mais il y a aussi deux exemples qui m'intéressent quelque part, où les crises sont devenues en fait des opportunités d'amélioration. Et peut-être en fait un peu loin du séisme, mais toujours dans le domaine en fait des catastrophes, les Bedomlena. Alors il y a 92 et il y a 2014. 92 c'était en Floride, d'accord. C'était le Hurricane Andrew qui avait frappé la Floride. Alors, triste en fait événement et tout, mais qui a conduit en 1994 et aussi en 2002 à une rénovation complète en fait encore une fois de la face de la Floride et surtout en fait son code du bâtiment, c'est les bains du FBC ou du FCB, le Florida Construction and Buildings ou FBC. Alors automatiquement aujourd'hui la Floride, les nouvelles constructions ont switché de tout ce qui est bois. D'accord, parce que oui, le bois en fait peut paraître plus durable, mais conduit à la déforestation et à d'autres problèmes, les termites, etc. Vers des bâtiments qui sont ne serait-ce qu'en l'extérieur en concrete, en béton, mais également ce qu'on appelle aujourd'hui le béton vert, qui est à la fois en fait résistant, qui absorbe, qui est bon pour la chaleur parce qu'il y a en fait un phénomène d'isolation, donc tout ce qui est énergie, mais également aussi qui est plus durable. Et aussi en Chine, c'était arrivé aussi en Chine, mais sur un autre volet, c'était les incendies qui avaient frappé certains gratte-ciel, notamment en fait dans les années 2010, je pense 2013 et 2014, il est conduit automatiquement à ce qu'on appelle la GB 516, qui est la nouvelle loi d'ingénierie en fait de nos amis chinois aussi, parce qu'on parle en fait des États-Unis, on parle Japon, c'est un peu et Chine pour donner en fait un angle en fait de comment ces crises-là. Attends, le temps qui nous est imparti est terminé. Ça a amélioré en fait tout ce qui était normes de bâtiment en Chine, ça a amélioré en fait l'ingénierie en fait du bâtiment et l'isolation. Donc les crises, c'est le haut leadership et c'est le bon leadership qui en fait ce qu'elles deviennent. S'il y a un haut leadership et au Maroc, on a un grand leadership qui est professionnel, qui est visionnaire, qui est sage, et il y a une mobilisation et un savoir-faire. On est en train de transformer la crise en une locomotive, à la fois pour l'amélioration en fait des conditions de vie de nos citoyens, que pour l'amélioration aussi en fait du niveau de prospérité à l'échelle nationale. On peut s'inspirer des exemples réussis que vous avez cités, mais avec nos propres spécificités qu'on vous dit. Absolument. Merci beaucoup, Amine Laridi. C'est toute la souveraineté nationale. Absolument. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en diplomatie économique et souveraineté. Merci, cher monsieur. Merci à vous, madame. À très bientôt, j'espère. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.